titre de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, a présidé ce mardi 25 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine la 3e réunion restreinte du gouvernement. À l'ordre du jour, la communication du président de la République, les différents points d'information, mais aussi l'examen et l'adoption de textes. Le président de la République est revenu principalement sur la situation sécuritaire à la fois dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la partie ouest, spécifiquement dans la périphérie de Kinshasa avec le phénomène Mobundo. Il a à ses propos instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui de la Défense à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour maintenir les dispositifs de sécurité et s'assurer de la protection de nos populations. Au chapitre de points d'information, successivement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale a fait le point de la situation opérationnelle. Il a été précédé par la vice-ministre représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui à son tour a brossé l'État et l'administration du territoire, et le ministre de la Santé, clôturant ces points, est revenu sur la fin annoncée ou l'annonce qui sera faite dans le prochain jour de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola constatée dans la province du Kasaï. Au titre d'examen et d'adoption de textes, les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle, représentant le ministre d'État, ministre de la Justice en mission, a présenté le projet de loi portant prolongation de l'état de siège prenant cours à partir du 3 décembre 2025. Après débat et délibération, la réunion du Conseil restreint a donc adopté ces projets de loi. Commencé à 17h précise, cette réunion s'est terminée à 18h30. Bientôt, le lancement de la campagne contre la rougeole et les rubéoles en République démocratique du Congo. La délégation du groupe Gavi qui travaille sur les vaccinations au monde l'a dit au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, hier lors de l'audience qui lui a été accordée à la Cité de l'Union africaine. Rachel Foutou. En accédant au bureau du chef de l'État, la directrice exécutive de Gavi et toute sa délégation sont venus apporter au chef de l'État une bonne nouvelle qui devrait sauver plus de 50 millions d'enfants congolais âgés de 9 à 14 ans. C'est l'organisation Gavi et l'Alliance Gavi avec tous ses partenaires. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour réaffirmer notre appui au gouvernement congolais parce que Gavi a la RDC est le 3e plus grand portefeuille de Gavi qui a investi 2,2 milliards de dollars depuis toutes ces années ici en RDC. Aussi le plan Machako du gouvernement convient et aussi donc on félicite la RDC pour cela, pour le contrôle de l'Ebola et on veut féliciter le président et le gouvernement également pour la taxe de 2,6% qui a été imposée pour la couverture de santé dans ce pays-là et on aimerait vraiment renouveler notre support et également parler du plan de transformation de Gavi qui est vraiment aligné sur la vision du gouvernement. Cette campagne prévue du 27 novembre au 1er décembre 2025 se déroulera sur l'ensemble du territoire national. C'est la plus grande campagne de grande envergure jamais réalisée ailleurs. Basée à Genève, le groupe Gavi est une organisation issue des partenariats publics-privés des droits suisses. Elle œuvre dans plus de 100 pays dans le monde, dont 44 pays africains. La RDC reste l'un des plus grands partenaires des Gavi avec un budget de plus de 2 milliards de dollars américains. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à la cérémonie d'ouverture du sommet Union africaine-Union européenne. Ces assises de 2 jours qui se sont tenues à Luanda, en Angola, a réuni près de 80 chefs d'État et de gouvernement. Giscard Koussema. Après les villes du Caire en 2000 et Abidjan en 2017, c'est au tour de la capitale angolaise Luanda d'abriter ce lundi
le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement Union africaine-Union européenne. Pour ce 3e rendez-vous en terre africaine qui coïncide avec les 25 ans du partenariat formel entre les deux continents, près de 80 dirigeants africains et européens sont arrivés à Luanda, parmi lesquels Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. À la cérémonie d'ouverture, tous ont vanté en des mots différents les partenariats euro-africains tissés depuis un quart de siècle. Ils ont souligné l'importance de les renforcer et de l'approfondir davantage. Fervent défenseur du multilatéralisme, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, estime qu'il y a encore du travail à réaliser afin de construire un partenariat solide entre l'Europe et l'Afrique, un partenariat voulu robuste, équilibré et tourné vers l'avenir. Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif, tel est le thème central de ces sommets de Luanda. Devant les dirigeants européens et africains, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clairement indiqué que ce rendez-vous de Luanda est un moment de bilan pour examiner avec lucidité ce que le partenariat euro-africain a réellement changé dans la vie des pays africains. Pour lui, c'est un moment de vérité pour reconnaître ce qui doit être corrigé, repensé, parfois refondé. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. Toutefois, le chef de l'État soutient le multilatéralisme qui veut un respect légal des règles internationales, une coopération fondée sur la transparence et une solidarité authentique qui n'abandonne aucun peuple à son sort lorsque ses droits fondamentaux sont bafoués. Pour le président Félix Tshisekedi, 25 ans après, il est temps de passer à l'action. À l'ouverture hier du Forum Makutano, la première ministre Judith Suminwa s'est prêtée à un exercice de dialogue sincère. Pendant 2 heures, la chef du gouvernement a échangé librement avec les opérateurs économiques ainsi qu'avec les partenaires financiers et multilatéraux. Suivez. À l'ouverture du Forum Makutano 2025 à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a engagé une conversation directe avec le secteur privé et les partenaires financiers. Pour la chef du gouvernement, l'enjeu est désormais clair, transformer localement, diversifier et réduire la dépendance aux importations. Si nous voulons assurer la stabilité de notre cadre macroéconomique, il faut que demain, nous puissions produire localement ce que nous importons aujourd'hui. Et c'est là où nous pourrons faire la différence. Tant que nous serons astreints à importer nos biens de première nécessité, nous aurons toujours un problème, particulièrement avec la balance commerciale. Donc pour nous, il est vraiment important d'assurer cette diversification de notre économie, d'assurer une diversification de nos partenariats stratégiques aussi, et d'assurer une production locale parce que c'est là qu'on va pouvoir créer de l'emploi. Judith Suminwa a défendu les bilans de son gouvernement réalisés dans un contexte de guerre et de fortes contraintes, mais marqué par certaines avancées, notamment la stabilisation du franc congolais. Je pense que tous autour de la table, nous avons entendu cette phrase revenir régulièrement, dollar equita. On pouvait dire tout ce qu'on voulait, c'est ça qui revenait. Alors aujourd'hui, que nous avons pu stabiliser le franc congolais, que nous avons pu apprécier le franc congolais par rapport au dollar, je suis souvent étonnée de voir certaines personnes indiquer que nous avons fait fausse route. Je me pose des questions. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins.
Nous devons faire confiance, c'est vrai, aux mesures que le gouvernement est en train de prendre, mais nous ne pouvons pas le faire seul. Le gouvernement ne peut pas travailler seul. Le gouvernement travaille avec ses partenaires internationaux comme les partenaires du secteur privé, et c'est important qu'ensemble nous puissions travailler et avancer. La première ministre Judith Suminwa Ntuluka appelle également le secteur privé à assumer pleinement son rôle dans la création d'emplois, rappelant que l'État ne peut plus absorber davantage de postes. Un appel entendu par le réseau Makutano qui dit vouloir accompagner la réappropriation de l'économie congolaise. Une exposition internationale sur l'huile de palme s'est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie. La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par la délégation des plantations et huileries du Congo. Yolande Voka. Transformer aujourd'hui, valoriser demain grâce à l'innovation. C'est autour de ces thèmes que les milliers de participants et exposants venus du monde entier ont échangé lors de ces grands événements dédiés à l'huile de palme. L'édition 2025 de ces congrès et expositions internationales sur l'huile de palme, tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie, a connu la participation de la République démocratique du Congo par l'entremise de Plantations et Huileries du Congo, premier producteur d'huile de palme du pays et acteur majeur du secteur agro-industriel africain. Pendant 3 jours, la délégation de PHC, dirigée par Monique Giskens, directeur général, accompagnée de représentants des Kuramo Capital Management, a mis en lumière les potentiels exceptionnels de la République démocratique du Congo dans le secteur agricole et en particulier dans l'industrie de l'huile de palme. Il était important de pouvoir porter à la connaissance du public malaisien, indonésien, de toute l'Assemblée, du monde entier, que le Congo en fait est le berceau de l'industrie de l'huile de palme, dans le sens que la variété qui est utilisée à échelle mondiale vient du Congo de Yangambi. On parle de la variété Yangambi qui est tellement connue. C'est une variété championne qui est utilisée dans l'industrie mondiale de l'huile de palme. Elle vient de la RDC, mais également il était important de pouvoir montrer que le rapport Mongana, qui est le rapport qui a été rédigé à Mongana, qui est dans la province de la Mongala, et en fait ce rapport-là décrit les principes d'extraction d'huile de palme à échelle industrielle. Et ce rapport est considéré de manière, dans le monde entier, est considéré comme la Bible, ou bien un document de référence pour l'extraction d'huile de palme à échelle industrielle. Les opportunités sont immenses et la RDC se positionne comme la prochaine grande frontière pour l'huile de palme durable, prête à assumer pleinement ses ambitions. Deuxième édition du Congrès international de mines du Maroc. Le directeur général du CEEC a salué les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour moderniser la logistique interne et renforcer la traçabilité des minerais à travers des innovations technologiques. Suivez. La République démocratique du Congo réaffirme ses ambitions industrielles dans le secteur minier. C'est à Marrakech, au Maroc, que le pays a porté sa voix lors du Congrès international des mines. Pour cette deuxième édition, la République démocratique du Congo s'est jointe aux grandes nations minières pour évoquer les enjeux liés aux métaux stratégiques comme le cobalt, le lithium ou le nickel, essentiel à la transition énergétique mondiale. Le directeur général du CEC, Freddy Mwamba Kanikou, a salué la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour moderniser la logistique nationale et renforcer la traçabilité des minerais grâce à des technologies innovantes. Vous savez, la logistique est un élément intégrateur, est un élément important qui permet justement à un pays de pouvoir bénéficier des effets de la production interne. Et ce n'est pas un secret, vous savez que la République démocratique du Congo regorge une grande quantité, une quantité importante de minerais stratégiques qui sont réclamés à travers le monde. Et en ce jour, nous sommes en train de travailler pour que le port de Banana
que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de mettre en place, soit opérationnel, et les autres corridors, notamment le corridor de l'Obito, qui pourra faciliter la logistique en République démocratique du Congo. Pour Freddy Mwambwa-Kaniko, directeur général de CEC, le modèle marocain en matière de logistique minière est inspirant. La République démocratique du Congo peut donc s'en inspirer pour mieux valoriser ses ressources. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, a lancé les travaux d'un atelier préparatoire pour la prochaine tenue de la conférence de gouverneurs à Kwilu. Plusieurs experts venus de tous les coins du pays prennent part à ces assises. Le bases sont jetés au ministère de l'Intérieur pour la prochaine conférence de gouverneurs dans le Kwilu. En prélude de ces assises, la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba a lancé l'atelier d'évaluation de recommandations de la dernière conférence qui a réuni plusieurs experts venus de tous les quatre coins de la RDC. La deuxième personnalité de la territoriale a martelé sur la nécessité qui s'impose pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout pendant cette période d'agression rwandaise. J'ai nourri l'espoir que chacun de vous, engagé dans ces travaux, s'emploiera avec détermination à répondre aux attentes légitimes de l'autorité suprême dans l'intérêt supérieur de la nation. Je tiens à encourager les secrétariats permanents pour les efforts déjà consentis dans l'organisation, permettant ainsi de poursuivre les concrétisations de la vision du chef de l'État. Je vous invite donc à mobiliser toute votre expertise et à faire preuve d'une grande objectivité pour que les conclusions de cet atelier reflètent fidèlement l'état réel d'exécution des recommandations de la 12e session. Après les lancements par la vice-ministre de l'Intérieur, ces assises vont se poursuivre en commission pour de propositions idoines, puis avant la clôture. Lancement officiel du réseau des femmes mandataires publiques. Une année après sa création, ce réseau passe du concept à l'action en lançant officiellement ses activités pour renforcer la participation féminine dans la gestion publique. La cérémonie a été présidée par la ministre du portefeuille Julie Chekou. Érudis Kitutu. Créé en 2024, le réseau s'est donné pour mission d'accompagner les femmes investies dans les charges publiques en renforçant leurs compétences et leur participation aux décisions. Lors de la cérémonie du lancement officiel des activités, les responsables du réseau ont rappelé que la transparence, l'éthique et la responsabilité constituent le socle de leur intervention. Elles ont également exprimé leur gratitude au chef de l'État reconnu comme champion de la masculinité positive pour son engagement constant en faveur de l'autonomisation féminine et de l'accès des femmes aux postes de responsabilité. La création du RFMP a été inspirée par une dynamique politique claire, portée par son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, à qui nous adressons nos hommages les plus déférents. En effet, avec son accession à la magistrature suprême en 2019, notre pays a franchi une étape majeure dans la promotion du leadership féminin. Son action visionnaire est marquée par des avancées historiques significatives, parmi lesquelles la nomination de plus de 67 femmes à la tête des entreprises et établissements publics, portant ainsi dans ce secteur la représentativité des femmes à plus de 25%. Julie Chekou, ministre du portefeuille et marraine de cette cérémonie, a salué l'initiative prise par les femmes. Le lancement du réseau des femmes mandataires publiques marque aujourd'hui une avancée importante pour notre architecture institutionnelle. Ce réseau n'est pas seulement un cadre de rencontre, il doit devenir un véritable outil stratégique au service de la modernisation du portefeuille de l'État. Mesdames les mandataires publics, vous avez la capacité d'insuffler une nouvelle dynamique, d'élever des standards managériaux et de contribuer à rétablir la confiance entre l'État, les partenaires et les citoyens. Le ministère du portefeuille, que j'ai l'honneur de diriger, a engagé un processus
de recrutement résolument fondé sur la compétence, garantissant à chacun et à chacune une égalité réelle des chances d'accéder aux fonctions de leadership et aux entreprises publiques. Chères femmes mandataires publiques, vous portez la confiance de l'État, la fierté des femmes de ce pays et l'espérance de milliers de jeunes filles qui regardent aujourd'hui et qui se projettent demain à travers vous. Votre engagement, vos décisions et votre intégrité contribueront à écrire l'histoire institutionnelle de notre pays. Votre réussite n'est pas individuelle, elle est collective. Votre succès est celui de la République. Avec ce lancement, le réseau a réaffirmé son ambition de devenir un acteur majeur dans l'amélioration de la gouvernance publique en valorisant le leadership féminin. La ministre du portefeuille s'appelle Julie Chikou et non Julie Chekou, comme on l'a dit tout à l'heure. Accélération entreprise agroalimentaire pour la création des emplois avec l'entrepreneuriat féminin de jeunes. La signature du protocole d'accord a eu lieu hier sous la supervision du directeur du cabinet adjoint du ministère de la formation professionnelle. Suivez. Le programme BICA Acceleris 2025-2027 porté par Lady Agri pour l'entrepreneuriat féminin et des jeunes est engagé à soutenir et accompagner les activités agroalimentaires entreprises par les femmes et les jeunes. Dans le cadre du partenariat public-privé, cette deuxième édition du programme Acceleris de Bassia Kassa Kassa entendez Femmes Dynamiques, lancée ce mardi 25 novembre, a été essentiellement consacrée à la signature du protocole d'accord entre Equity, BCDC et Lady Agri marque donc le lancement officiel de ce partenariat de grande portée socio-professionnelle et entrepreneuriale appuyé par différents ministères, le genre famille et enfants, les petites et moyennes entreprises et petites industries et la jeunesse. C'est le ministère de la formation professionnelle qui a bénéficié de la primeur pour le ministre d'État Marc Ekila qui a envoyé son directeur de cabinet adjoint qui a témoigné son engagement de parrainer cette cérémonie. Satisfaction de la secrétaire générale de Lady Agri. C'est une grande opportunité de soutenir cette action de Lady Agri qui va dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous, comme de la formation professionnelle, nous sommes engagés à les accompagner non seulement financièrement, mais aussi dans la formation. En investissant dans les femmes, on sait que quand la femme est autonome économiquement, elle investit dans l'éducation des enfants, elle investit dans la santé, elle investit dans l'éducation des enfants, elle investit dans la santé. Des jeunes qui sont équipés avec les compétences nécessaires, parce que c'est ça qui est nécessaire, une formation professionnelle. Le DGA de Equity BCDC a livré sa motivation qui consiste à permettre l'accès et l'inclusion financière à l'entrepreneuriat féminin congolais. L'objectif poursuivi dans ce programme est de renforcer les capacités entrepreneuriales et managériales des femmes, faciliter, améliorer la visibilité et la compétitivité des entrepreneurs féminins. Les témoignages poignants de femmes qui ont déjà osé d'entreprendre dans l'agroalimentaire avec la subvention de Lady Agri appuyée par Enabel et ont réalisé des exploits avec l'appui de Enabel. C'était l'un des temps forts pour encourager la nouvelle vague de femmes, soit 80 sont déjà intéressées. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé a présidé une réunion d'évaluation sur la sous-traitance chez la société Kibali Gold Mine. Et cette réunion a mis autour d'une table les DG de l'ARSP et le sous-traitant et les directeurs pays des Kibali à Durba. Suivez. Sont réunis dans cette salle Rino Kibali à Durba autour du gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomi Togambou, dans la soirée du lundi 24 novembre 2025, le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, et ses experts, les directeurs pays de la société Kibali Gold Mine, Cyril Moutombo et son équipe, ainsi que les opérateurs économiques locaux. Au centre de leurs échanges, à bâton rompu, le niveau de collaboration et le respect des engagements entre Kibali Gold Mine et les sous-traitants
sous-traitants. Le gouverneur Jean Bakomi Togambu insiste sur le respect des directives et du chef de l'État dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat local. Sur instruction du président de la République, le DG Miguel est revenu pour voir un peu avec ses équipes comment les choses ont évolué. Je voudrais profiter de l'occasion pour appeler les uns les autres au calme, à la retenue. Même son de cloche pour le directeur général Miguel Cachal de l'ARSP. C'est la vision du président de la République, chef de l'État, de créer la classe moyenne congolaise. Je tiens à saluer l'initiative du gouverneur qui aime sa province. L'objectif est que cette mine bénéficie aux entreprises sous-traitantes congolaises installées dans cette province. Cyril Mutombo rassure que la société Kibali attend les recommandations de la commission en cours pour des améliorations. Nous sommes en attente de ces conclusions qui pourront venir et nous allons nous ajuster et travailler en fonction des conclusions qui viendront. De son côté, les représentants de la FEC appellent tous les entrepreneurs à la patience. On est très satisfaite. Signalons que cette rencontre de tous les espoirs entre le parti s'est terminée dans une ambiance conviviale. Exactement. Le gouverneur du Kasaï central a relevé plusieurs insuffisances dans l'exécution du projet de réhabilitation des 11 km de la voirie urbaine de Kananga. C'était lors de sa visite d'inspection. Le gouverneur du Kasaï central ne bronche pas dans sa discipline de faire observer la qualité dans l'exécution des travaux routiers en province. Les fissures ainsi que les affaissements constatés sur la route nationale numéro 1 dans la partie comprise entre le complexe cinquantenaire et Homos à la hauteur de la plate dite Batetela nécessitent une révision. Alors qu'en visite d'inspection les week-ends, dans ces sections dont les travaux sont exécutés par la firme Safrimex dans le cadre du projet 11 km de la voirie urbaine, Joseph Moïse Kamboulou Congo affiche avec véhémence ce dommage intervenu quelques mois seulement après l'asphaltage. Pour rester vers le marché central, l'autorité provinciale a noté avec indignation la présence de nappes stagnantes d'eau de pluie, d'abord au passage du quartier Kamulumba, puis à la bifurcation des avenues route Ilebo et Lulua, une situation qui perturbe la circulation des piétons et engins. L'entreprise Safrimex, par les biais de son point focal, Moustapha Rad, a, durant ses parcours, reconnu ses ratés et a promis la réparation. Cet affaissement-là, c'est cette situation alertée par l'entreprise depuis un moment. Nous sommes en train de trouver solution avec les maîtres d'ouvrage délégués et avec le bureau d'études. Pour le moment, on attend toujours la confirmation pour les trottoirs qui seront exécutés sur la route ici. Vous savez que de deux côtés, la chaussée attend que les travaux de trottoir qui peuvent former la sécurité de nos couches et de nos corps de chaussée. Le niveau de parcelle est moins bas par rapport à notre corps de chaussée. Il y a toujours les eaux qui stagnent derrière les bordures qui peuvent facilement infiltrer dans notre corps de chaussée et qui peut créer à quelques endroits des petits affaissements comme ça. Profondément inquiet des conditions anarchiques remarquées au site érosif de Bakatushipa et les jeux d'ordures sur la chaussée, le chef de l'exécutif provincial a invité les auteurs au civisme environnemental. Des mesures appropriées sont envisagées en vue de parer aux éventualités. D'atterrissage des Chikapa, province du Kasaï, reste hors usage pour cause la détérioration causée par les pluies diluviennes avec l'avancée de ravins autour de cette infrastructure aéroportuaire. Un député de ces coins lance un SES. L'aéroport national de Chikapa, dans la province du Kasaï, ne peut plus recevoir des aéronefs. La tombée des pluies diluviennes amplifie l'état de délabrement de cette piste d'atterrissage. Pendant ce temps, une entreprise avait déjà reçu un acompte du montant demandé pour les travaux. Mais sur le terrain, rien n'est fait. Mon sentiment est vraiment d'une grande tristesse. Je remercie le gouverneur de province d'avoir pris une décision pour fermer cet aéroport. Sinon, on allait déplorer des morts. Je soutiens le gouverneur pour que l'orientation soit faite, pour que d'autres sociétés subventionnent, pour qu'en fait, que les travaux commencent. Avec n'importe quelle société capable de commencer ces travaux. Et l'honorable Tchenda a promis de tout faire pour que ce projet de la construction de la route Chikapa-Kandiaji soit inséré dans le budget 2026. Nous allons nous impliquer pour que quelques projets de route
surtout la première route Chikapa-Kandiange, soit inscrite dans le budget 2026. J'ai vu une correspondance de l'entreprise TOA. Elle a suspendu même les travaux pour dire au gouverneur la population ne paye pas. Autant qu'elle renonce et qu'elle quitte Chikapa. Sinon, nous allons encore demander à la population de bouter dehors cette entreprise. Suivons à présent la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demassou.